Le pré-moderne. Qu'est-ce que le pré-moderne? Est-ce que vous voyez la période entre le old school, les 2 premières années de Magic qui font plus office d'un prototype qu'un vrai jeu bien pensé, et le moderne, avec l'apparition du design standard des cartes de Magic et des nouveaux plans comme Mirrodin, Innistrad ou Ravnica? Eh bien cette période précise est le pré-moderne entre 1995 et 2003. C'est un format créé par Martin Berlin en 2012 qui a pour but de créer un refuge pour les cartes et archétypes iconiques de cette ère. Car il est clair que malgré l'intention initiale des formats éternels comme le Vintage, Legacy ou le moderne, où l'on peut continuer à jouer toutes les cartes qui sont sorties, le simple fait de continuer de sortir de nouvelles cartes va petit à petit remplacer les anciennes jusqu'à complètement effacer les anciennes icônes. Il suffit de regarder la composition des decks en moderne pour se rendre compte du nombre de cartes provenant de Modern Horizon et des sets standards récents. Contrairement au format éternel créé par Wizard of the Coast, il n'y aura plus jamais de nouvelles cartes qui vont s'intégrer au pré-moderne. Seuls les sets allant de la 4ème édition à Scourge et seront légaux en pré-moderne. Alors j'entends déjà une critique venir. Un format qui ne change jamais, on se fait chier. Au contraire, pour moi, c'est le meilleur argument en faveur du pré-moderne. Laissez-moi vous expliquer. Une des grosses critiques de l'état actuel des formats de Magic, c'est la surabondance de nouvelles cartes. Le power creep provenant du Fire Design et les sets Universe Beyond. Les anciennes cartes iconiques sont remplacées par les nouvelles cartes artificiellement boostées pour rentrer dans les anciens formats. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment cette nouveauté, sinon ça n'aurait pas autant de succès. Mais il est forcé de constater que la nouveauté n'est pas forcément positive. La vraie question c'est pourquoi vouloir de nouvelles cartes? Pour moi, je ne vois qu'une seule raison possible. Donner l'opportunité aux joueurs de construire de nouveaux decks et ou, pour utiliser un terme plus jargonneux, la possibilité de brew. À chaque nouvelle sortie d'un set standard, une course commence entre les joueurs pour trouver le meilleur deck. Sauf que maintenant, cette période est très rapide. En une semaine, le format est plus ou moins formé. Certains nouveaux challengers peuvent arriver. Généralement, une stratégie anti-méta se crée pour battre le deck top tier. Mais très rarement, cela provoque un bouleversement complet du format. On arrive ensuite à la seconde phase, la tuning phase, où les archétypes sont connus, mais où les 75 ne sont pas encore complètement fixés. Pour les deck builders compétitifs, c'est la phase la plus intéressante, car on a des heuristiques qui deviennent claires, il y a des cartes à battre qui sont clairement déterminées, et il faut être capable d'encaisser les play patterns du format. À partir de là, plusieurs possibilités. Soit le format se résout, malgré toutes les tentatives, une combinaison de cartes reste supérieure aux autres et va nécessiter un ban pour la santé du format, soit l'équilibre se crée entre les différents archétypes, à l'instar d'un pierre-feuille-ciseau. Cela ne veut pas forcément dire que c'est un bon format non plus. Il peut y avoir bien trop peu d'archétypes viables ou des play patterns qui sont toxiques et qui ruinent l'expérience de jeu. Mais si le format est à la fois diversifié et plaisant à jouer, pourquoi ne pas le garder? Dans un format vraiment bon, il y a toujours des choses à faire. Au cours de l'histoire de Magic, le meilleur exemple serait le moderne autour de l'apparition du deck Grixis Death Shadow vers 2015. À cette période, on avait un format avec des dizaines de decks viables et une metagame qui évoluait d'elle-même. Un autre très bon exemple sont les échecs. Je ne suis pas trop l'actualité, mais malgré le fait que le jeu n'ait pas changé depuis des centaines d'années, il y a toujours des gens qui y jouent avec beaucoup d'argent qui circule dans le milieu. Prenons aussi le poker, lui aussi énormément joué, avec aussi beaucoup d'argent qui circule. En même temps, c'est un jeu qui s'y prête plutôt bien. Ou encore StarCraft Brood War, qui est plus populaire que StarCraft 2 en Corée, et qui était l'épicentre de l'e-sport. Et sinon, Counter-Strike. D'accord, peut-être que les maps changent, mais les armes ou les mécaniques de jeu, elles, ne changent pas. Tout ça pour dire qu'il existe beaucoup de jeux qui n'évoluent plus et qui sont encore très joués et le seront dans le futur. Le pré-moderne, c'est l'équivalent du moderne de 2015, mais pour les cartes avec une vieille bordure. Un autre argument pour garder un card pool fixe, c'est que tout le savoir appris reste valide. C'est d'ailleurs un des problèmes que peuvent rencontrer les joueurs plus casuals dans les formats compétitifs. Après des mois ou années d'absence, ils doivent de nouveau apprendre les mécaniques des nouvelles cartes, comprendre que certaines de leurs cartes favoris sont devenues injouables, essayent quand même de les jouer, puis se font défoncer juste pour avoir osé. Alors oui, il y a parfois des bans et donc des changements, mais ce n'est rien en comparaison avec Modern Horizon. Et vous savez que tous les archétypes iconiques du pré-moderne, Gobelin, Survival, Stephenot, Enchantress et bien d'autres, seront toujours viables, peu importe la période. Aussi, les joueurs ont tendance à critiquer les formats comme si c'était un jeu à somme nulle. Il est vrai que devoir s'investir dans un format qui se renouvelle beaucoup à cause de nouvelles cartes demande énormément d'attention et donc de temps pour apprendre les nouveaux decks et les nouvelles play patterns qui vont disparaître éventuellement dans le futur. Cependant, une fois que vous avez compris le pré-moderne, ou du moins maîtrisé un deck, vous savez que vous pouvez revenir dans 10 ans et que votre maîtrise sera toujours valable. C'est déjà le cas avec des formats à cycle de vie plus lent comme le Pauper ou le Legacy. Une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux du format, il devient très facile d'y revenir. Et encore, ce sont des formats qui évoluent. Lui, le pré-moderne, reste identique. Il devient donc possible d'investir un certain nombre d'heures pour apprendre le pré-moderne en une fois, ou simplement jouer de temps en temps et accumuler lentement votre connaissance du format pendant
que vous jouez à d'autres formats plus dynamiques sur le côté. Le pré-moderne est donc un des meilleurs formats secondaires à avoir sous la main. Grâce à son cycle de vie très lent, rien n'empêche de monter un deck puis de jouer juste quelques tournois dans l'année pendant des dizaines d'années. Pas besoin d'un tournoi toutes les semaines. Ok, maintenant vous comprenez la force d'un format statique. Mais du coup, quelle est la force du pré-moderne? Parce qu'on peut créer plein de formats éternels et statiques. Pourquoi le pré-moderne en particulier? Pour moi simplement, c'est la vibe et un gameplay qu'on ne retrouve plus dans les formats modernes. Des créatures et des effets simples, des interactions puissantes, plus puissantes que les créatures. Et surtout, très peu de mécaniques de snowball. Contrairement à Oko, Psychic Frog ou Steel Cutter, pour snowball en pré-moderne, il faut établir des engines. Des combinaisons de cartes comme Survival of the Fittest avec Squee par exemple. Mais même avec ces engines, il faut investir du mana continuellement pour les faire fonctionner. Il y a un coût. Phyrexian Arena est peut-être la carte qui snowball le plus dans le format. Et elle coûte quand même 3 mana, des points de vie, ne pioche la première carte qu'au prochain tour et n'applique aucune pression sur le terrain. Sylvan Librairie est proche aussi, mais elle a une limite. Encore une fois, elle coûte aussi beaucoup de points de vie. L'absence de Planeswalker comme en Popper caractérise aussi fortement ce format. Il y a aussi une vraie place pour les enchantements, un type de carte un peu oublié dans les designs plus modernes. D'ailleurs, en pré-moderne, quasiment tous les decks jouent des artefacts ou enchantements. Pour dire, Naturalize, Disenchant et Seal of Cleansing sont des staples qui sont joués main deck par de nombreux decks. Au moment où j'écris ce script, j'ai joué 2 decks. Mono Blue Storm et You Wait Landstill Control. J'ai donc expérimenté à la fois un deck combo linéaire et un deck extrêmement interactif. Et je peux affirmer que ce format autorise vraiment les extrêmes. Tu peux jouer en solitaire ou forcer l'interaction. J'ai perdu tour 3 en me faisant meuler tout mon deck. Mais j'ai aussi gagné au 40e tour en décant mon adversaire avec mon deck contrôle. Alors certes, je suis un joueur bleu avec mes biais, mais vous pouvez aussi jouer Zorak, Mononor des Fosses, Gobelin ou Rebelle pour des decks tribaux, The Rock, le classique deck midrange vert noir, Enchantress et bien d'autres decks. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, le bleu n'est pas archi dominant comme en Legacy ou Vintage. C'est juste une couleur parmi tant d'autres. Donc non, ce format ne fonctionne pas uniquement sur la nostalgie. D'ailleurs, je n'ai jamais joué à cette époque. Personnellement, j'ai eu mes premières cartes vers Miraudin au collège. C'était le dual deck Elspeth versus Tezzeret pour les connaisseurs. Moi, je suis vraiment là pour la vibe et la qualité du gameplay. J'ai vraiment l'impression de jouer à Magic avec un grand M. La diversité des stratégies, la profondeur des parties, la connaissance du format que je n'ai pas encore, lol, et des décisions qui peuvent impacter la partie plusieurs tours plus tard. Les parties sont plus profondes que il faut que je trouve un removal pour gérer cette menace Modern Horizon qui va snowball et solo win la game. Bien sûr, il y a son lot de non-game. C'est la conséquence de la diversité des stratégies. Le seul moyen de l'éviter, c'est de jouer aux échecs. Un aspect que j'aurais pas cru apprécier, c'est la mana base. Certes, les fetch alliés de Carnage sont dans le format, mais il n'y a pas de bilan. Je vais te cash. Les mana bases, elles sont éclatées en comparaison du Legacy et du Modern. Et pourtant, comme on a plus de temps dans les parties et que les curves sont plus hautes que 2 mana, ça permet de jouer plus de land et donc d'être plus stable sur vos couleurs. Il n'est pas possible de jouer des 5-6 slots mid-range comme Ezio Auditor. Le pré-moderne, c'est un vrai format avec une vraie opinion. L'opinion des designers de l'époque. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais aucun format ne plaît à tout le monde. D'ailleurs, on a déjà le old school et le pré-moderne comme format statique éternel. Je pense qu'il serait temps de créer un format statique pour le moderne des années 2010 qui encapsule la vibe du golden age du moderne. L'époque, on pouvait bolt and bolt, ou même mieux encore, Elise, Snap Elise. Si vous êtes intéressé par le pré-moderne, voici mes conseils pour trouver des joueurs et développer une communauté. Déjà, autorisez le full proxy. C'est votre argument de vente. Contrairement à Legacy, vous n'avez même pas l'argument du soutien à Wizard pour la création de nouvelles cartes. Et en plus, vous êtes frappé par la malédiction de la réserve list. Également, vous n'avez pas besoin de convaincre les vieux de la vieille d'avoir les cartes d'antan. Je les connais, ils attendent que ça. Mais vous pouvez toujours convaincre des joueurs par la force du gameplay, comme j'ai été convaincu. Du coup, quand vous participez à des tournois en boutique, plaignez-vous constamment des nouvelles mécaniques. Devenez le gros boomer réac qui disait « c'était mieux avant ». Et si les gens vous critiquent pour votre boomerisme, expliquez que vous avez une solution. Et oui, vous avez préparé des decks pré-modernes en amont qui proposent différentes expériences de jeu. Du coup, n'hésitez pas à proposer des games pendant les temps morts en boutique. Des gens ouverts d'esprit testeront quelques parties avec vous et seront peut-être convaincus. À ce moment-là, ils auront déjà un aperçu du pré-moderne. Et quand leur format primaire traversera inévitablement une période sombre, ils auront en tête une alternative. De toute façon, vous avez le temps de votre côté. Contrairement au leur, votre format est éternel. Votre deck gobelin, slivé aujourd'hui, sera toujours jouable tel quel dans 20 ans. Ou alors sinon, vous faites comme moi et vous jouez sur MTGO, car le format a été ajouté officiellement sur la plateforme. Et vous êtes sûr au moins de ne jamais avoir à acheter de nouvelles cartes. Il est clair que la popularité récente du pré-moderne est probablement une réaction au Fire Design et à Universe Beyond. Cependant, notre époque prouve encore et encore, que ce soit avec World of Warcraft Vanilla, Starcraft Brood War, Old School, RuneScape ou Age of Empires 2, que les classiques ont compris des fondamentaux qui les rendent simplement objectivement meilleurs que beaucoup de nouveaux jeux. Pour moi, le pré-moderne s'inscrit totalement dans cette mouvance. En tout cas,
cas, je suis très heureux d'avoir à disposition un format où je sais qu'à tout moment, en quelques clics, je peux revenir jouer l'archétype classique blanc-bleu contrôle avec des sources to plowshare, des counterspells et des Wrath of God, tout en piochant plein de cartes et en faisant subir le purgatoire à mes adversaires. Et si vous êtes intéressé, sachez que je poste une vidéo d'une ligue MTGO pré-moderne que je joue chaque semaine sur la chaîne MTG One. Je poste aussi du gameplay Pauper, Legacy, des commentaires et bien d'autres encore. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et sur ce, salut tout le monde.